référendum, quel est l'intérêt du peuple? Mesdames et messieurs, nous sommes sur FM Télévision. Sur ce plateau spécial, nous recevons Nathan Mabi Guérin. Il est analyste politique. Il doit se positionner, il doit nous dire en quoi les dialogues, si il est d'ailleurs d'accord que les dialogues inclusifs puissent avoir lieu, pourquoi? Si il est pour les référendums, aussi pourquoi on doit organiser un référendum pendant ces temps. Bonjour, merci Honoré. Et ça va de faire ça. Dialogue en République démocratique du Congo, vous êtes d'abord parti. Bon, je vais d'abord commencer par poser les bases avant d'entrer en profondeur et répondre finalement à votre question. N'oublions pas que si nous devons traverser la trajectoire historique de notre pays, nous allons nous rendre compte que nous avons eu à connaître en 2001 le dialogue intercongolais qui a, ce dialogue, réuni les enfants, les fils et filles de notre pays autour d'une même table afin d'échanger, afin de discuter autour de différents et entrer avec notre pays. Mais un peu plus loin, on a eu l'accord de Sun City, qui a d'ailleurs, en fait, l'intercongolais, c'était Addis Abeba, et après, en 2003, on a eu à connaître Sun City, qui a découlé d'un système politique ayant 4 vice-présidents, une première même dans le monde. Et aujourd'hui, nous parlons encore du dialogue intercongolais qui refait surface. Telle est la volonté du chef de l'État. Alors, dire si je suis partant ou pas, là est donc votre question, la question que vous avez posée. Il est toujours important de discuter. Il est toujours important d'échanger lorsqu'il y a un différend. Vous savez, aujourd'hui, Honoré, nous avons le régime qu'on appelle le régime de Kinshasa, qui est d'une part, disons, en fait, pour caractériser le régime en place, ou soit pour nommer, en quelque sorte, c'est comme ça que l'on nomme, régime de Kinshasa, la population. la population congolaise, évidemment. En fait, quand on dit régime de Kinshasa, c'est un peu comme on parlait de l'administration de Washington. C'est-à-dire, on fait référence à l'administration Trump, qui a comme siège administratif Washington. Évidemment, nous ici aussi en République démocratique du Congo, le siège des institutions se trouve bien évidemment à Kinshasa. Voilà pourquoi on a un peu cette façon de nommer régime de Kinshasa. Alors, je disais que nous avons le régime, ou soit pour vous satisfaire, régime en place, nous avons le régime en place. D'autre part, nous avons l'opposition non armée. Et de l'autre côté, nous avons... Est-ce que cette question de l'opposition non armée existe constitutionnellement parlant? Constitutionnellement parlant, non. Alors, pourquoi parler? Voilà pourquoi j'ai nommé opposition civile. Pourquoi? Eh bien, parce que ceux qui sont à l'est de la République démocratique du Congo, disons en quelque sorte, les adeptes de ceux qui sont à l'est de la République démocratique du Congo appellent opposition armée. Voilà pourquoi j'ai dit ceux... Donc finalement... Non, je ne dis pas terroristes. Donc finalement... Vous dites quoi? Ce ne sont pas des terroristes. J'allais dire réputés opposition armée. Donc ceux qui sont à l'Est, qui sont réputés opposition armée... Est-ce qu'en réalité, ils sont en réalité, selon Nathan Mabi. Non, mais parce que tous ceux qui se trouvent à l'Est de la République démocratique du Congo ne sont pas forcément rebelles. Cher Honoré. Non, mais attends, ne me dis pas que... Aujourd'hui occupé par la rébellion. Oui. Alors, comment vous voulez nous dire vous voulez nous dire qu'il y a des Congolais de bonne qualité qui sont là-bas? Je peux avancer avec mon idée, tout en effleurant justement ce que vous venez de soulever tout à l'heure. Alors, je voulais dire ceci. Honoré, aujourd'hui, vous descendez par exemple à Goma ou à Bukavu, ou à Fizi pour une mission, et entrez avec votre profession. On dira de vous que vous êtes de l'opposition armée, ou soit vous êtes terroriste. Pensez-vous que pendant ce temps, c'est possible? Comment? Pensez-vous que pendant ce temps, c'est possible? Mais moi, je peux te dire que j'ai des gens, bon, pour ne pas les nommer, j'ai des gens qui viennent de Goma, qui actuellement sont à Kinshasa. Et ils sont venus récemment.
On ne parle pas des gens qui... Allez à Goma. On parle des FCM 23. Justement, je risque de me perdre de mon fil d'idée. Mais je viens quand même à répondre à votre préoccupation. En fait, pour dire ceci, tous ceux qui vont à Goma ne vont pas forcément pour adhérer soit à M23 ou AFC. Bon, déjà que c'est une coalition, AFC M23. Tous ceux qui y vont ne vont pas forcément pour intégrer AFC M23. Voilà pourquoi j'ai dit. Voilà pourquoi, lorsque j'ai commencé par expliquer, ou soit à chuter par rapport à la première question, parlant du dialogue, j'ai dit que nous avons d'une part le régime de Kinshasa qui définit, soit qui nomme le régime qui gère l'État congolais. D'autre part, j'ai parlé de l'opposition civile. L'opposition civile parce qu'évidemment, quand on parle de Martin Fayulu, quand on parle de Moïse Katumbi, quand on parle de Denis Sassou Nguesso et les autres, aucun d'entre eux a les armes en main justement pour faire face ou soit pour s'opposer au régime. Or, quand je parle de réputée opposition armée, donc ceux qui sont... Ça fait mal de les rappeler rebelles aux terroristes. Parce que, en fait, moi j'estime que tous ceux qui sont à l'Est ne sont pas forcément rebelles. Nous ici, nous parlons... Monsieur Nathan, ici nous parlons de l'AFC 23. C'est vrai qu'il y a les concitoyens qui sont dans ces territoires. Oui. Mais nous parlons de l'AFC 23. Comment vous dénommez ces gens? Bon, c'est à vous de poser des questions. Moi, je n'ai pas le droit de le faire, mais je vous ai posé la question. Si je peux me permettre de le faire, bon, pour qu'on réfléchisse ensemble. C'est qui un rebelle? Qui est-ce qu'on appelle rebelle? Ça veut dire, ou soit aussi, il faut qu'on réponde de façon grossière. On va dire que, bon, un rebelle, c'est celui qui prend des armes contre son État. N'est-ce pas? Alors, ceux qui se trouvent du côté est de la République démocratique, je ne suis pas venu ici pour faire l'apologie de qui que ce soit, je ne suis pas venu ici pour défendre ceux qui sont à l'est. On est en train d'analyser, on est en train de réfléchir. Un rebelle, en gros, c'est celui qui prend les armes contre son État. Il se rébelle contre un État. Ceux qui sont à l'Est, s'il faut que je me base uniquement sur leurs propos, que je ne touche pas de part et d'autre, que je me limite uniquement sur leurs propos, ils sont contre le régime. Vous êtes d'accord avec moi? Mais quand même, ils ont touché les armes. Et ils tuent les Congolais. Je suis en train d'arriver. Est-ce que... J'en viens. Pouvez-vous accepter cela quand même? Ils tuent les Congolais, ils ont pris les armes. Justement, Honoré, j'en viens. Ouais. J'en viens. Donc, je recommence là où je me suis limité pour dire que ceux qui sont à l'Est s'opposent au régime. Voyez-vous. Vous avez évoqué homicide, chose qui n'est pas fausse. Évidemment, il y a mort d'homme. À Goma, à Bukavu, à Fizi, tous ces territoires, toutes ces localités occupées, il y a mort d'homme. On n'en dit qu'on ne vient pas. Au départ, n'oubliez pas, je vous ai posé la question, soit j'ai posé une question pour qu'on réfléchisse, celle de savoir qui est-ce qu'on peut appeler un rebelle. En gros, on a répondu, un rebelle, c'est celui qui prend les armes contre son État. Alors, tous ceux qui sont à l'Est ne sont pas forcément rebelles, parce que tous ceux qui sont à l'Est n'ont pas pris les armes contre leur État. Par exemple Daniel Safou, par exemple. Vous me direz que Daniel Safou est un rebelle. Il n'est pas rebelle. Vous allez me dire non. Il est qui pour vous? Non, vous allez me dire que... Non, c'est à vous de me dire. Il est dans un mouvement rebelle pour le moment. Il est rebelle. Il est dans un mouvement rebelle. Pour vous, vous les Moi, je l'appelle opposant. Moi, je l'appelle opposant. Non, moi, je l'appelle opposant. Alors, je vous ai même dit, je ne suis pas venu pour défendre. Vous êtes dans la logique rebelle. Vous êtes dans la logique des gens qui pensent peut-être qu'il y a l'opposition armée. L'opposition armée existe. Je ne défends pas, mais j'essaie de les comprendre. J'essaie de comprendre ces gens-là, mais je ne défends pas. Voilà pourquoi j'ai dit, de l'autre côté, nous avons ceux qui sont réputés. S'il vous plaît. Quand tu dis tu les comprends, ça veut dire que leur combat est légitime quand même. Le combat de ceux qui sont à l'Est, c'est ça? Oui, de Daniel Safou. Mais justement, en fait, le problème c'est que vous ne me laissez pas aller jusqu'à la fin de ma réflexion. Mais la question est très simple. Cher Honoré, le problème c'est que vous ne me laissez pas aller jusqu'à la fin de ma réflexion. Alors c'est compliqué pour moi surtout d'entrer en profondeur de cela.
Alors, s'il faut que je revienne dans mon explication, j'ai dit que nous avons le régime en place, voilà, pour enlever le contexte du régime de Kinshasa. Nous avons l'opposition que j'appelle civile et l'opposition réputée, non, ou soit réputée, ceux qui sont réputés opposition armée, de l'autre côté. Toutes ces parties... Ça, c'est selon vous. Selon, oui, selon la réflexion que je pose. Voilà. C'est selon votre réflexion. Ça n'engage ni la FM, ni les journalistes. Non, je pose une réflexion, en fait, et on va avancer dans ce sens-là. Ça veut dire que nous avons trois parties. Trois parties qui doivent probablement prendre part au dialogue, puisque, évidemment, ce sont les trois parties, en quelque sorte, en conflit. Et il est de bonne loi à ce que les parties qui sont en conflit se retrouvent sur une même table afin d'échanger, afin de discuter autour des différents points, des différents sujets et entrer avec la République. Parce que de toutes les façons, ça ne parlera que RDC. M23, bon, déjà, on le sait tous que M23 sont des Rwandais. Mais quand on parle de AFC, AFC, c'est un mouvement rebelle de souche congolaise. Contrairement à M23, bien qu'il y ait une coalition aujourd'hui. Mais lorsqu'il s'agit d'un dialogue, on ne va pas aller en dialogue. Évidemment, le régime en place doit prendre place. Bien sûr, l'opposition que j'ai appelée civile, le C64, doit prendre part à ce dialogue. Les confessions religieuses, la société civile. Et comment ça va se passer entre AFC M23? Parce que vous avez, vous venez de me dire quand même à l'AFC M23 est composé des Congolais. Qui en est coordonnateur? Et de l'autre côté, du M23. Qui en est coordonnateur? Il y a des Rwandais. Il y a des Rwandais. Comment ça va se passer? Mais qui en est coordonnateur au fait? Quand on parle de la coalition AFC M23, qui en est coordonnateur? C'est un Congolais, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? C'est Corneille Nangaa. Alors justement, on a besoin, parce que n'oublions pas que c'est un dialogue inclusif. Ça veut dire que ça inclut tout Congolais qui justement se retrouve dans cette, en quelque sorte, belligérance ou conflit, quoi que ce soit. Tout ce qu'on peut bien dire, ou comment est-ce qu'on peut appeler. Ça veut dire qu'on a besoin des fils et filles de la République pour se mettre autour d'une même table et parler des problèmes et entrer avec la nation. Parce que c'est la nation qui prime avant tout. Vous ne voyez pas que nous tombons toujours dans les mêmes erreurs. Nous avons connu avec plusieurs dialogues que nous avons eu dans ces pays. Il y a eu des accords qui ont été signés, personne ne touchera les armes. Mais en finish, ils ont touché encore les armes. Vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, si on parle de dialogue, c'est une façon de favoriser certains Congolais qui sont frustrés de toucher les armes pour revenir au pouvoir. Je ne pense pas trop. Il ne faudrait seulement pas qu'on voit les choses d'un mauvais œil. Nous l'avons connu avec les RCD, aujourd'hui qui est M23 bien sûr. CNDP, il y a eu plusieurs mouvements rebelles qui reviennent toujours après avoir signé des accords. Et c'est toujours des mêmes choses. Aujourd'hui on parle de dialogue, on peut aller au dialogue, trouver, peut-être aller au mixage, brassage, tout ce qui va avec. Et le lendemain, les mêmes gens retourneront encore en brousse pour faire la guerre et venir quand même entrer dans les institutions de la République. En fait, vous n'avez pas tort d'évoquer tous ces faits. Alors, comme je viens de le dire, nous ne devons pas seulement voir les choses du mauvais côté. Ça veut dire voir le mauvais côté du dialogue. Dialogue en soi. J'ai parlé à un moment donné de Sun City, de l'accord de Sun City, qui était aussi un dialogue, découlant d'un dialogue. Au finish, on a eu un accord. Et cet accord a, je dirais, a pondu 4 vice-présidents, une première dans le monde. N'oublions pas que ces 4 vice-présidents étaient autrefois belligérants, à l'exception de héros d'Abdoulaye Ndombassi. Si on doit parler de Zaïdi Ngoma, c'était un belligérant. Jean-Pierre Bemba, c'était un belligérant. Azarias Roubegwa, c'était un belligérant. Ça veut dire que, puisque nous sommes à la recherche de la paix, soit on fait la guerre, soit on est autour d'une table pour dialoguer. On n'a que 2 voies devant nous. Si nous ne sommes pas d'accord pour ce qui concerne le dialogue, eh bien dans ce cas, on prend les armes comme les autres et on fait la guerre. Mais n'oublions pas aussi, au fait, Honoré, il y a quand même quelques éléments qui nous ont échappé un tout petit peu. N'oublions pas qu'il y a eu
en date du 3 juillet 2025, il y a eu accord de Washington entre la RDC et le Rwanda. N'oublions pas qu'aujourd'hui, on parle de Doha, là où le gouvernement de la RDC est aussi en pourparlers avec les rebelles du M23. Un groupe rebelle, un mouvement rebelle, comme vous l'avez annoncé tantôt. Donc ça veut dire que la vie politique, ou soit la politique en soi, n'est qu'un éternel recommencement. Seulement, les acteurs politiques, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent juste avoir le tact, en fait, d'améliorer ce qui a toujours été fait autrefois. Le dialogue n'est pas mauvais. On dialogue. Déjà, on sait avec qui on doit dialoguer. Un exemple, je dirais plus ou moins terre à terre. Vous, présentateur, vous avez un problème avec votre caméraman et votre régisseur. Le chef de l'établissement qui vient, si on doit trouver un terrain d'entente, ça sera seulement entre toi, présentateur, et le caméraman? Je ne pense pas. On devrait ajouter le régisseur, puisque lui aussi est une partie au problème. Donc, pour trouver un problème qui vient de naître, enfin, pour trouver solution à un problème qui vient de naître suite à la collision de 3 personnes, on doit aussi mettre sur une même table ces 3 personnes-là pour trouver des solutions adéquates. Dans cette logique-là, alors, oui. Dans cette logique-là, vous voulez qui pour médiateur? Déjà, là c'est évident. On ne peut pas avoir... Parce que vous avez suivi le président qui dit que le dialogue sera défini par les institutions de la République et va se tenir à Kinshasa. Le chef de l'État a bien dit ça. Ce qui est vrai, parce que là nous sommes en train d'analyser, ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut pas être juge et partie en même temps. On ne peut pas être joueur sur terrain et arbitre en même temps. Vous voyez déjà que même si on partait dans comment expliquer, dans la sphère un peu anthropologique de la personne humaine, comment est-ce que, en quelque sorte, Yomoko Zali de l'équipe telle et puis Yomone au arbitrer match. Déjà, sociologiquement, ça ne passe pas. Ce qui veut dire que le médiateur, évidemment, ou soit si on doit retracer l'histoire, ça a toujours été une tierce personne. Pour ce qui concerne, là je vais aussi évoquer quelques faits, on va réfléchir ensemble avec vous. Pour ce qui concerne l'accord de Doha entre le gouvernement congolais et le M23, au départ on avait comme médiateur le président de l'Angola. Et actuellement c'est le président du Togo, Faure Gnassingbé. Alors, pour ce qui concerne la RDC, le chef de l'État a fait quand même pas mal de visites d'itinérance ou visites de sympathie avec ses voisins ou ses homologues. De l'autre côté, le chef de l'État était autrefois avec le président Évariste Ndayishimiye du Burundi, qui d'ailleurs était aussi ici. Il est encore là apparemment. De l'autre côté, le chef de l'État était récemment au Congo-Brazzaville avec le président Denis Sassou Nguesso, récemment avec la présidente de la Tanzanie. Alors, un président de la sous-région pourrait revenir là-dessus, déjà que, d'après certaines informations, on aurait appris que le président angolais ne voudrait plus se mêler de ce qui concerne accord ou soit médiation entre M23... Sur les ondits, vous n'avez pas quand même de précisions. Ben justement, voilà pourquoi j'ai pris ça par les pincettes. Ouais. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Donc ça veut dire qu'évidemment, il faudrait voir une tierce personne pour la médiation et non une personne partie. Ça veut dire juge et partie en même temps. Là, c'est justement ce qui va aussi fragiliser ce dialogue. Parce que je viens de le dire tantôt, il faudrait juste avoir le tact de bien faire ce qu'on a toujours eu à faire autrefois. Mais c'est vrai, nous avons connu plusieurs dialogues dans ces pays. Est-ce que pensez-vous qu'avec la classe politique actuelle, on peut espérer un bon dialogue sincère? La classe politique actuelle, déjà, ce qui est vrai, c'est que ce n'est pas une nouvelle classe politique. C'est un éternel recommencement. N'oublions pas que la plupart, hein, pour ne pas parler de tous ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, la plupart de ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, ou soit la plupart de ceux qui sont au gouvernement, ou soit dans les institutions, sont ceux
qui ont travaillé pendant, je dirais, 18 ans avec le président Kabila Joseph. Et ce sont ceux aussi qu'on a retrouvés dans les 32 ans de règne du maréchal Mobutu. Donc ça veut dire que c'est un éternel recommencement. Ce sont les mêmes pratiques, ce sont les mêmes habitudes. Mais quand même, n'oublions pas, ou soit on ne doit quand même pas omettre le fait qu'il y a une touche nouvelle dans la sphère politique actuelle. On retrouve quand même des nouveaux visages, on retrouve quand même une nouvelle énergie de par certains acteurs politiques aujourd'hui. Et avec l'appui justement de l'église Senko SCC, évidemment nous aurons... Pourquoi c'est des églises, tant que nous sommes dans un pays laïque? En fait, c'est deux églises parce que ce sont les deux églises qui ont pris l'initiative de faire un service d'itinérance. N'oublions pas que la coalition Senko SCC était allée voir le chef de l'État, était allée voir notre chef de l'État, Félix Tshisekedi, était allé voir le président angolais, le président rwandais, le président ougandais, le président kenyan, voire le président français Emmanuel Macron. Toujours dans le même cadre, avant que nous puissions justement parler de tout ce que nous sommes en train d'énumérer tout à l'heure, dialogue, accord Washington, accord accord de Doha, tout ça là. Les prêtres et les pasteurs de l'ECC ont eu à faire ce travail-là. Et c'est, à mon avis, j'estime que c'est un travail d'abord démocratique, parce que ça va de leur part. Voyez-vous les peuples derrière cette démarche de Senko SCC? Bien sûr, le peuple ne peut qu'être derrière une démarche qui vise à la paix, parce que individuellement, je ne vois aucun mal pour ce qui concerne le service d'itinérance qu'a effectué la coalition Senko SCC, toujours dans le cadre de la recherche de la paix et de la consolidation de la cohésion nationale. Donc, ils l'ont fait, ce service d'itinérance. Là, on est en train même de voir que ça aboutit. N'oublions pas qu'autrefois, les turiféraires du pouvoir clamaient sur un changement strict de la Constitution, chose qu'on ne parle plus aujourd'hui. On n'en parle plus. Aujourd'hui, en fait, on parle du dialogue. Pour preuve, le chef de l'État, vous êtes journaliste, évidemment mieux informé par rapport à moi, il y a eu cette loi, la loi référendaire, qui est déjà à moitié acceptée. Voilà, adoptée au Parlement, adoptée au Sénat. Au Parlement, c'était le 9 juin, au Sénat, c'était le 15 juin, et le 17, la Cour constitutionnelle a donné son arrêt de conformité, justement, par rapport à cette loi. Et là, il ne reste que la promulgation par le chef de l'État, chose qui n'a pas encore été faite. Parce que là, le chef de l'État, à travers son éminence, le cardinal Ambongo, a annoncé le dialogue, mais pour une date qui jusque-là n'est pas encore connue. Donc, vous comprenez quand même l'impact de cette démarche que les évêques et pasteurs de l'ECC ont eu à mettre en marche, justement dans ce cadre, dans le cadre actuel, et on ne peut que soutenir et voir ce qui reste. On peut que soutenir. Si il faut parler aujourd'hui de dialogue, quelles sont les bases qu'on peut mettre sur le terrain pour avoir un dialogue sincère, un dialogue qui doit apporter des solutions durables? Déjà, je crois que quelques éléments de base ont commencé. Par exemple, la décrispation politique avec quelques opposants qui estiment être en exil, qui ont eu à recevoir leur passeport. À part ça, déjà nous sommes en train de voir la volonté politique qu'a le chef de l'État, justement pour convoquer ce dialogue, bien qu'il y ait encore des éléments qui doivent suivre évidemment. Alors si les gens doivent se mettre sur une même table afin de parler Congo, afin de parler RDC, d'abord, commencer évidemment par écouter chacun d'entre eux, notamment Corneille Nangaa, qui autrefois était président d'une institution indépendante ici en RDC, mais finalement qui se retrouve de l'autre côté pour faire la rébellion. Et chacun, déjà là aussi, il ne faut pas oublier que chacun viendra avec son cahier de charge. Hein. Chacun aura son cahier de charge, mais seulement l'unité fera bien donc la force. D'abord, il faut parler Congo, privilégier Congo, parce que ça va de l'intérêt des Congolais. Si on va en avant-plan. Quels sont les points saillants qu'on peut justement beaucoup marteler dans les dialogues? D'abord, c'est l'agression. L'agression qui se passe à l'est de la RDC,
les motifs et comment faire justement pour que nous puissions un peu quitter dans ce contexte, dans cette façon de faire. Ceux qui sont à l'Est, qu'on le veuille ou non, ce sont nos frères congolais, bien qu'il y a des Rwandais qui se retrouvent au sein de cette coalition. Mais si on voit bien, ceux qui sont plus en tête de cette coalition sont évidemment congolais. Corneille Nangaa, Lawrence Kanyuka, Bertrand Bisimwa et les autres sont des Congolais. Alors, à quoi bon d'avoir une portion du pays et mettre ses compatriotes, mettre une partie de la population dans la dérive, alors qu'on a toutes les possibilités, par exemple le dialogue, d'échanger avec le chef de l'État et trouver des mesures nécessaires justement pouvant remédier à cela. Donc d'abord il y a la situation sécuritaire qui est le point le plus important, qui est vraiment très important à énumérer et à débattre. Et après justement viendra l'économie, parce que quand il y a problème sécuritaire, il y a problème économique, il y a même problème d'investissement, parce qu'il n'y a pas d'investisseur qui voudra, ou soit un investisseur qui voudra aller à Goma ou à Bukavu pour investir sur quelque chose. C'est un dialogue intercongolais, un dialogue où les Congolais doivent s'exprimer. Mais qu'en dites-vous des propos de Paul Kagame qui assure que l'AFC M23 est la survie du Rwanda? On a parlé de CNDP. CNDP, après le 23 mars, qui se transforme en mouvement du 23 mars, donc M23. Et Nanga étant certainement frustré ici à Kinshasa, il va aller se retrouver de l'autre côté pour faire cette coalition avec les autres, ceux qui étaient déjà là bien avant. Paul Kagame, déjà, moi, à mon avis, j'estime qu'il nous fait passer du temps. Pourquoi je dis ça? Je le dis parce que Paul Kagame, c'est le chef de l'État du Rwanda. Ça veut dire que, en réalité, s'il faudrait qu'on soit réel sur certains points, il y a des propos, soit les propos de Paul Kagame, n'engagent pas, au fait, la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que vous êtes sur une bonne voie, parce que certainement, il sait qu'à l'issue du dialogue, c'est lui qui sera mis à côté. Lorsque tous les fils, toutes les filles de la République démocratique du Congo vont se mettre sur une même table, et c'est lui qui sera isolé de l'autre côté. Et moi, je pense que c'est une façon de faire passer le temps, ou soit de faire perdre le temps inutilement aux Congolais, ou particulièrement au chef de l'État. Donc, Paul Kagame peut dire ce qu'il veut, par exemple. Il peut affirmer ce qu'il veut bien affirmer. C'est vrai, on a les belligérants de l'autre côté, mais il peut affirmer tout ce qu'il veut bien. Mais ce qui est plus important, c'est être focus sur ce que nous sommes en train de faire. Sur une bonne voie, il y aura toujours l'embûche. Quand on s'engage sur un bon chemin, sur un chemin qui va nous emmener vers la liberté, vers une liberté totale de notre pays qui, depuis plusieurs années, est sous l'emprise. Quand on s'engage sur une telle voie, c'est évident, il y aura toujours de l'embûche sur ce chemin. Alors, ce qui est important, par exemple, Paul Kagame qui affirme que M23 AFC est toujours sous le label du Rwanda, eh bien, le dialogue est plus important que tout. Et le dialogue est d'ailleurs fort par rapport à ces mots venant de le dialogue est fort par rapport au propos de Paul Kagame, le président rwandais. Pour citer, quel est le rôle que doit jouer Joseph Kabila dans ce dialogue? Joseph Kabila a de l'expérience. Il a été chef de l'État dans ce pays durant 18 ans au pouvoir. Il a quand même une connaissance sur les ABC, du fonctionnement des institutions, soit du pouvoir ici en RDC. On ne va pas affirmer certaines choses, on ne va pas affirmer ce dont on n'a pas des preuves, mais certainement qu'il y a des émissaires, ou soit, oui, les émissaires, dirais-je, qui sont à l'approche de Joseph Kabila justement pour l'intéresser à ce qu'il soit là. Mais le dialogue concerne tout le monde. D'ailleurs, n'oublions pas que le chef de l'État, qui au départ était aussi sélectif en termes de participation au dialogue, on va pas oublier ça, il était quand même sélectif. Il va parler avec tel, mais pas avec les autres. Mais chemin faisant, il y a quand même ce changement, comme on dit. En français, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Donc, il y a quand même ce changement de langage, chemin faisant.
Et évidemment, on aura tout le monde, y compris Joseph Kabila, qui d'ailleurs, son apport aussi, soit sa participation à ce dialogue sera d'un apport très important et ça va bénéficier aussi à tous les participants au dialogue et au peuple congolais. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous sommes arrivés presque à la fin. La télévision, c'est l'heure. Oui. 1 minute 30 secondes. Regardez ma caméra. Oui. Votre dernier mot. Le dernier mot, c'est juste appeler surtout la jeunesse congolaise à ne pas être cet instrument qu'on manipule à tout bout de champ. La jeunesse est une force, cette force doit prendre conscience d'elle-même. La jeunesse n'est pas l'avenir, mais la jeunesse est le présent. Alors, à chaque fois qu'on a en tête que nous sommes l'avenir, aujourd'hui c'est vendredi, samedi, on est vendredi aujourd'hui, on dit qu'on est à venir samedi, quand sera samedi, on dira qu'on est à venir dimanche et ainsi de suite. On est présent et on doit agir maintenant. Donc, ce qui veut dire que un jeune doit être responsable. Là, je le dis justement par rapport disons, dans la globalité de l'actualité ici en RDC. Et la jeunesse doit prendre conscience d'elle-même. Et je reviens encore à ce que je viens de dire au départ. La jeunesse ne doit pas être un instrument qu'on manipule à tout bout de champ. Merci beaucoup. Ça est complètement fini pour aujourd'hui. Mesdames et messieurs, vous l'avez suivi. Sur ce plateau, j'ai reçu Nathan Mabiguerin. Avec lui, nous allons bien sûr échanger autour des questions, du dialogue. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Détembouya, merci. Torres, c'est Atibou derrière les caméras. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Ciao.